Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Très rapidement, je ne vais pas revenir sur les élections législatives, on va attendre le deuxième tour, on vous verra la semaine prochaine dans une vidéo de quoi il en retourne. Le fait est, c'est que, je continue à le dire, Macron fera tout pour avoir sa majorité absolue. Après, à combien de sièges de différence il aura cette majorité absolue par rapport aux NUP, les NUP dont je rappelle quand même que on a actuellement certains médias qui commencent à faire preuve d'un peu de prudence sur la crédibilité, la solidité de cette NUPES, comme on le dit, simplement parce qu'on revendique encore une fois de plus qu'au sein des NUPES, eh bien chaque parti est indépendant. Vous savez, en règle générale, quand vous faites une alliance mais que chacun est indépendant, il arrivera à un moment donné, comme dans l'Union européenne, comme dans toutes les alliances où certains sujets, il y aura forcément des divergences, des discordances, des conflits, et poussera peut-être certainement finalement des gens à quitter l'alliance et affaiblir le groupe de Jean-Luc Mélenchon, c'est pour cette raison d'ailleurs que Mélenchon a dégagé un certain nombre d'écologistes, socialistes, communistes dans certaines circonscriptions pour placer ses pions, parce qu'il le sait que tôt ou tard, de toute façon, les socialistes, les écolos, etc., pourraient au bout d'un moment finir par faire de la dissidence au sein même du groupe parlementaire et finir par reprendre leur liberté. Ce qui pourrait éventuellement affaiblir évidemment les insoumis, donc la raison pour laquelle les insoumis veulent s'assurer absolument un maximum de sièges au sein même du parti de Jean-Luc Mélenchon, advienne que pourra. We have, if I look at our stakeholders, we have business, of course, as a very important audience, and we have politics, we have continuous partnerships with many governments around the world. And of course we have NGOs, we have trade unions, we have all those different parts. Media, of course. Media, of course, and very important experts and scientists and academia. Because if we are looking at the future, I think we should look at new solutions, and the new solutions will be very much driven by technological developments. And we even have, you even have religious leaders, right? We have religious leaders, we have social entrepreneurs, very important social entrepreneurs. Donc, comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, on va revenir sur ces deux événements que sont le Bilderberg et Davos. Pour ceux qui n'auraient toujours pas suivi, je rappelle, Davos, c'est le Forum économique de Davos, en français, le World Economic Forum pour les anglo-saxons, avec ce monsieur que vous venez de voir, qui vient d'affirmer quelque chose qui vous paraît peut-être un peu, tiens, c'est la preuve que, etc. Bon, on vous présente cette vidéo, si vous l'avez déjà vue, comme étant une vidéo genre caméra cachée. Il faut savoir que c'est pas une surprise, puisque Klaus Schwab l'a même dit ouvertement sur une scène d'une des conférences de Davos, je ne sais plus de quelle année, donc il l'assume tout à fait d'avoir dans sa poche évidemment un certain nombre de dirigeants, un certain nombre d'organismes, un certain nombre de têtes de file au sein d'administration ou de gouvernement dans cette lignée atlantiste, dans cette lignée mondialiste et globaliste, et qui sont tout à fait disposés à jouer le rôle dans le fameux Grand Reset. Grand Reset, dont d'ailleurs je vous rappelle que j'ai fait 2 vidéos sur le livre de M. Schwab, j'y reviendrai dans quelques instants. Le forum de Davos a toujours été considéré comme une vitrine. Une vitrine pour tenter de mettre en place, de commencer à présenter avec un certain emballage, de commencer à placer un certain nombre de pions, sans jamais véritablement dire voilà nos objectifs, voilà notre projet, voilà ce qui s'impose à nous. Et en règle générale, le forum de Davos a toujours été plus ou moins le prolongement du Bilderberg. Alors le Bilderberg, il a lieu cette année à Washington. Je ne peux rien vous dire puisque, comme vous le savez, le Bilderberg est complètement en huis clos. Il n'y a absolument aucun rapport, il n'y a absolument aucun journaliste, aucun média qui peut éventuellement parler de ce qui s'y est dit. Néanmoins, grâce à la page officielle du Bilderberg, nous savons quels sont les sujets qui ont été abordés au Bilderberg. Finalement, qui sont les sujets tout à fait d'actualité, qui sont à la fois l'économie mondiale, la géopolitique et
l'évolution des technologies, voire le contrôle, le renseignement, l'information, la digitalisation. Et en cela, quand on voit les conférences de Davos, et entre autres conférences qui ont lieu dans d'autres organismes, je pense par exemple au TED, que vous avez déjà vu. Dans le TED, il y a des gens qui sont aussi là pour commencer à préparer le terrain, à préparer les esprits. Là, force est de constater que cette année, si vous avez vu ma petite vidéo avec quelques extraits, il y a panique. Il y a panique à bord au vu de la conjoncture. La conjoncture étant ce qu'elle est, c'est que, entre autres, les problèmes économiques qui ont commencé à arriver et à apparaître bien avant la pandémie, bien avant la guerre en Ukraine. Je dirais même que c'est des problèmes économiques qui ne sont que la conséquence d'un effet domino de la crise de 2008, et bien avant des libéralisations, des dérégulations qui ont été faites au fil du temps pour permettre justement à ces mondialistes et à ces globalistes de toujours plus devenir gros, de plus en plus importants et de commencer à étaler leur pieuvre hégémonique sur un grand nombre de secteurs économiques et de pays aussi. Force est de constater que cette année, ils ont le propos qui démontre bien qu'ils se rendent compte qu'ils sont au bout du bout. C'est-à-dire au bout du bout, comme je vous l'avais expliqué, au bout du système, ou de ce qu'ils sont capables, ou de ce qu'ils peuvent s'autoriser à faire dans le système actuel. Aujourd'hui, on le sait, les mondialistes, les globalistes ont besoin de complètement changer le système pour pouvoir subsister, pour pouvoir survivre, et pouvoir continuer leur progression, pour pouvoir continuer leur hégémonie, leur empirisme, sauf qu'aujourd'hui, on est arrivé à un stade où ils ne peuvent pas continuer leur empirisme sans détruire les États-nations, sans détruire les acquis constitutionnels et institutionnels, jusqu'au même les libertés individuelles. Et donc, dans ce forum de Davos cette année, on a entendu des gens qui ne se contentaient pas seulement de présenter des possibilités, de présenter des scénarios. Ils ont été carrément à dire « c'est l'issue inévitable. C'est vers ce quoi nous devons nous engager. C'est vers ce quoi nous devons aller. C'est vers ce quoi nous devons travailler pour pouvoir aboutir à la mise en place, à l'instauration de ces systèmes. » Parmi ces systèmes, évidemment, tous les systèmes liés à l'identité numérique, l'identité digitale, le contrôle des individus, le contrôle par l'intermédiaire du paquet d'emballage, de la performance, de la qualité, de la sécurité des données individuelles, des données personnelles, permettre une généralisation, une standardisation à l'échelle internationale, de telle manière à ce que, quand vous allez avoir besoin de voyager dans certains pays, vous n'aurez plus besoin de faire des vaccins, vous n'aurez plus besoin de faire patte blanche, etc. Toutes vos données seront disponibles sur un support. C'est un exemple parmi tant d'autres, etc., qui pourront également être appliqués en interne dans chaque pays pour faciliter l'accès aux informations individuelles, aux informations personnelles, comme par exemple les informations de santé. C'est-à-dire que si vous habitez à Lille et que vous décidez de partir à Marseille, et que malheureusement à Marseille, vous avez un problème de santé, donc vous allez aux urgences, eh bien, au lieu que les urgences demandent des informations de votre dossier médical à Lille, etc., eh bien, ils auront, par l'intermédiaire de certains outils, la possibilité d'accéder directement à vos dossiers médicaux, à votre situation de santé, pour mieux cerner, mieux diagnostiquer à la fois le problème auquel vous êtes confronté, mais aussi le traitement. Alors là, vous allez me dire, ah ben oui, c'est génial. Oui, en effet, la digitalisation, c'est génial. Sauf que le problème, c'est la sécurité des données. Et c'est là que pose le problème. Sécurité des données, d'une part, évidemment, contre le hacking, contre le piratage informatique, mais surtout, protection des données contre des usages prohibés. Des usages, que dis-je prohibés, ils ne pourraient ne plus l'être si les États ou si des corporatismes réussissent à casser les cadres légaux. Les cadres légaux, pardon. Si tant est d'ailleurs qu'on ait besoin de casser les cadres légaux pour utiliser les données personnelles, les données individuelles à d'autres fins. Je vais revenir sur cet exemple que si vous êtes un bon citoyen, si vous êtes bien aligné, si vous êtes bien pensant, etc., vous aurez la jouissance et les libertés qui vous sont acquises par vos données personnelles. En revanche, si vous êtes un dissident, si vous êtes un peu trop gueulard,
si vous êtes un gilet jaune, si vous commencez à contester le système, si vous commencez à protester, si vous commencez à vous opposer à ce que l'on veut vous implanter, ce que l'on veut vous instaurer, ce que l'on veut obligatoirement vous imposer, eh bien, l'autorité pourra très bien vous retirer certaines libertés. Donc, on ne va pas revenir sur la chose. Sauf que, quand on écoute certaines conférences de Davos, on se rend compte que c'est véritablement vers quoi on se dirige. Alors évidemment, la référence, c'est le fameux crédit social à la chinoise. Ils en rêvent. Ils sont en fascination. Parce que quel meilleur outil pour contrôler la masse, pour contrôler le peuple. Et forcé de voir que, selon certains propos, certaines idées, et là je rejoins ce que je disais par rapport au livre de M. Schwab, c'est que, par exemple, je vais revenir dessus, M. Schwab fait référence à une étude qui établit que d'ici 2035, 83% des métiers de service, des métiers de maintenance, bref, de certains nombres de métiers que vous connaissez certainement vont disparaître. Ils vont disparaître. Pourquoi ? Ils vont disparaître tout simplement parce que on va dématérialiser les procédures. Dématérialiser les procédures, ça veut dire à la fois modifier le champ d'action, les règles, les principes, les valeurs, les savoir-faire, mais aussi le cadre juridique. L'assouplir, le modifier, le transformer, pour permettre à ces procédures d'être automatisées. Alors, évidemment, l'automatisation, la robotisation, va créer des emplois. Le seul problème, c'est que si vous avez 83% des métiers qui vont disparaître au profit de l'automatisation, que vont faire les 83%? On ne va pas pouvoir tous les reconvertir dans des métiers de maintenance pour, en effet, assister, maintenir, entretenir le matériel et intervenir en cas de bug ou en cas de problème. C'est-à-dire que sur une procédure où vous avez 10 personnes, il n'y en aura plus qu'une, puisque les 10 personnes seront remplacées par des robotisations, par des automatisations, voire des digitalisations. Dématérialisation, digitalisation. Je vais vous faire revenir sur un domaine que je connais, qui est le cinéma. Aujourd'hui, si vous êtes dans une grande ville, allez dans un cinéma Gaumont ou Pathé. Mais souvenez-vous, si vous êtes un ancien, de ce qu'était le cinéma avant. Le cinéma, une salle de cinéma, c'était une certaine chaleur. Il y avait une présence humaine. Sauf qu'aujourd'hui, cette présence humaine, elle disparaît. Alors, elle disparaît essentiellement en semaine. Le week-end, évidemment, puisque le week-end étant la période de la semaine où la rentabilité doit se faire pour les salles de cinéma. Mais si vous allez à une séance de 14h un mardi après-midi, vous allez vous rendre compte que le cinéma est vide. Que si vous voulez acheter une boisson, vous avez des distributeurs automatiques. Que si vous voulez acheter du popcorn, vous avez un distributeur automatique. Que si vous voulez acheter de la confiserie, c'est du self-service et vous devrez faire preuve d'honnêteté pour faire peser votre marchandise et payer à la caisse. Évidemment, il y aura toujours un caissier pour eux. Parce que la différence, ça c'est juste pour la petite anecdote, la différence qu'il y a entre les États-Unis et la France, c'est qu'aux États-Unis, vous pouvez faire du self-service. Les gens, en 90%, sont honnêtes. Ce qui n'est pas le cas en France. Fin de la parenthèse. Et je vous avais parlé de ce cinéma Pathé qui va ouvrir, ou qui est déjà ouvert à Dijon, où avant vous aviez quelqu'un qui contrôlait votre billet. Et bien dans ce cinéma Pathé de Dijon, maintenant il y a des tourniquets. Des tourniquets comme dans le métro. Voilà. Un des exemples de la dématérialisation, de l'automatisation. C'est-à-dire qu'on a supprimé un métier pour le remplacer par une machine. Et votre serviteur est un très bel exemple de ces métiers qui ont disparu. Puisque je rappelle, j'étais projectionniste. Or, à partir de 2007, nous sommes passés d'une projection en argentique, c'est-à-dire en pellicule, à une projection en digital. Or, le digital,
a fait disparaître 70% du travail d'un opérateur. Donc évidemment, quand vous étiez une entreprise qui était obligée de payer quand même du savoir-faire, des compétences, des connaissances techniques, etc., 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 bah évidemment les salaires étaient parfois intéressants. Je vais être très honnête avec vous, un opérateur projectionniste à temps plein, à mon époque, pouvait toucher entre 1600 et 1800 euros net par mois. En ce qui me concerne, moi j'arrivais à 2000, 2400 euros net par mois parce que j'étais agent de maîtrise. Aujourd'hui, dans les cinémas, il n'y a plus d'opérateur. Tout du moins, il n'y a plus de statut d'opérateur. Si en France, ils ont trouvé le moyen quand même de trouver une solution pour créer un statut bâtard, c'est-à-dire qu'il y a eu des négociations avec des partenaires sociaux, et les patrons ont dit, bah, l'opérateur, il disparaît. En revanche, on va créer un poste multi-compétences, multivalence. C'est-à-dire que ça sera un personnel qui aura une spécificité technique pour pouvoir interagir sur le matériel digital en ce qui concerne la maintenance ou de la projection. Mais en revanche, ce sont des personnels que nous pourrons solliciter à faire d'autres tâches, des tâches de maintenance, ou voire même aider, lorsqu'il y a beaucoup de monde, aider en caisse, aider au contrôle, aider à la vente, confiserie. Et évidemment, ces personnels ne sont absolument pas payés 2000 euros net par mois. Ils sont, je crois, aux alentours de 1600, 1700 euros net par mois. Donc vous voyez, on a réussi à transformer, pour satisfaire des besoins, un métier, mais qui a permis à l'entreprise de faire des économies. Puisque on a même baissé plus ou moins les niveaux de compétences techniques de ces personnels, parce qu'évidemment, arrivé à un certain niveau technique, eh ben, ils sont obligés quand même d'évaluer le salaire en conséquence. Si l'entreprise a des besoins et que vous avez une personne qui satisfait les besoins, ben, c'est logique que la personne puisse aussi tirer un bénéfice. Le cas aux États-Unis, c'est qu'il n'y a plus du tout d'opérateurs projectionnistes, même dans le personnel. C'est-à-dire que depuis une dizaine d'années, ils ont en fait pris des opérateurs qu'ils ont fait monter en fait en direction. Alors c'est devenu des directeurs, des assistants directeurs, des superviseurs, et de telle manière à ce qu'ils aient toujours quelqu'un au moins qui ait une compétence technique pour pouvoir résoudre certains petits problèmes qui peuvent arriver avec le numérique. Mais, en ce qui concerne par exemple changer une lampe ou faire une réparation électrique minime, eh bien, ils n'en ont plus la possibilité parce que leur statut ne comprend plus ces compétences. Désormais, aux États-Unis, on est obligé de faire appel à des sociétés, à des intervenants extérieurs, à des prestataires, pour faire de la maintenance technique, voire des réparations techniques. Donc il n'y a absolument plus du tout la compétence et la connaissance présentes dans le cinéma pour résoudre certains problèmes, pourtant des problèmes qui peuvent être mineurs, mais parce que le statut de la personne, qui pourtant a les compétences, eh bien, ne peut pas faire usage de ses compétences pour résoudre le problème, parce que son statut ne prévoit pas ou ne le protège pas au niveau des assurances en cas d'accident. Parce que ça aussi, ça rentre en ligne de compte. Même si vous avez la compétence, si votre statut vous interdit et vous limite dans un champ d'action bien précis, si vous dépassez ce champ d'action et qu'il vous arrive quelque chose, eh bien l'assurance de l'entreprise vous dit mais ça ne fait pas partie de vos prérogatives, ça ne fait pas partie de votre statut, ça ne fait pas partie de vos fonctions. Donc, c'est pour vous pertes et fracas. Sauf qu'avec le temps, quand on est aux États-Unis des gens avec des technicités, avec des compétences, des savoir-faire, eh bien, ils réussissent à vendre leur savoir-faire dans d'autres entreprises. Et finalement, aujourd'hui, il y a beaucoup de cinémas qui n'ont plus du tout de gens qui savent comment fonctionne un projecteur numérique. Donc, on fournit évidemment des informations, comment l'éteindre, comment l'allumer, comment éventuellement le rebooter, s'il y a un blocage, un truc comme ça, mais c'est tout. C'est-à-dire qu'on enseigne à des gens d'appuyer sur des boutons dans un ordre bien précis, mais en réalité les personnes ne savent pas du tout à quoi servent les boutons. Eh ouais. Et c'est ce qui va arriver en France. En France, on va petit à petit réduire la technicité des savoir-faire pour pouvoir justifier de créer des statuts que l'on paiera beaucoup moins, voire 20-30% moins cher que ce que l'on payait à l'époque. Mais en revanche,
perte considérable en matière de compétences, de savoir-faire, de connaissances, etc. Surtout dans certains cinémas qui ont quand même besoin de gens qui s'y connaissent un tant soit peu en matière audiovisuelle, en matière son, pour pouvoir manipuler, mettre en place, installer, régler du matériel pour des locations de salles, pour des forums, pour des séminaires, pour des conférences ou des trucs comme ça. Là encore, je sais qu'aujourd'hui, j'ai certains collègues qui ont ces compétences-là, mais qui sont payés au rapport de ce qu'ils amènent, de ce qu'ils apportent à l'entreprise, qui ne sont pas payés au niveau de ce qu'ils ont en compétences. Aux États-Unis, c'est un peu différent, parce qu'aux États-Unis, vous avez beaucoup cette culture qui consiste qu'une personne qui a un mérite reconnu, c'est-à-dire qui apporte énormément à l'entreprise et qui apporte des solutions, qui apporte de la maintenance, qui apporte de la technicité, etc., en règle générale, ces personnes-là ont un bénéfice. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, il y a beaucoup d'entreprises qui fonctionnent encore sur ce système du mérite. C'est-à-dire que si vous êtes compétent, si vous êtes productif, si vous savez faire de l'initiative, si vous savez apporter des solutions à des problèmes, etc., en règle générale, les directions savent reconnaître le mérite d'un membre du personnel et l'augmentent. En moyenne aux États-Unis, un employé, lorsqu'il satisfait à la demande et qu'il apporte de la productivité, etc., il peut voir son salaire augmenter 2 fois par an, en moyenne. Ce qui n'est malheureusement pas mon cas. Pourquoi? Tout simplement parce que l'entreprise où je travaille, il y a 5 ans, a été rachetée par une société britannique. Et une des premières choses qu'elle a décidé, c'est de ne plus donner la possibilité aux directions locales de faire de l'augmentation de salaire. C'est-à-dire que, à compétences différentes, tout le monde touche le même salaire. Donc forcément, l'effet que ça a eu, c'est que les gens qui avaient les compétences et le savoir-faire ont fini par quitter l'entreprise très rapidement, voire même des gens qui étaient là depuis de nombreuses années, qui connaissaient le bâtiment, qui connaissaient vraiment sur le bout des doigts les choses, et bien ces gens-là ont disparu. C'est-à-dire la compétence et le savoir-faire a disparu. Personnellement, je vous dirais que ça m'a apporté un avantage et un intérêt, puisque de par mes compétences et mes connaissances, aujourd'hui, ça m'a permis d'évoluer assez rapidement. Parce que ça, je vous rassure, si vous connaissez quelqu'un ou si vous-même décidez de venir vivre aux États-Unis, si vous avez des véritables compétences, surtout une grande polyvalence dans certains domaines, je peux vous garantir qu'une fois que vous arrivez sur le sol américain, il ne se passera pas 1 semaine ou 2 semaines avant que vous trouviez un boulot. Assez rapidement. Ce qui n'est pas le cas en France. Voilà, attention. Petits boulots, c'est des boulots, parfois vous commencerez à temps partiel, etc. Mais je peux vous dire que si vous montrez que vous avez véritablement les compétences et les connaissances pour être productif au sein de l'entreprise, si vous savez surtout prendre des initiatives, ça aux États-Unis, je peux vous dire, si vous savez prendre de l'initiative, alors attention, de l'initiative dans votre cas d'action, ne commencez pas à prendre l'initiative et marcher sur les pieds des autres, parce que là, par contre, vous allez vous faire tacler assez rapidement. Mais, en général, aux États-Unis, cette culture est quand même très avantageuse. Et d'ailleurs, elle fonctionne très bien par rapport au système. C'est le système du fait qu'il n'y a pas de contrat à durée indéterminée aux États-Unis, je vous le rappelle. Moi-même, je n'ai pas signé de contrat. C'est de parole à parole. Ça, c'est un des principes très sacralisés aux États-Unis, la parole. Qu'elle soit parole. Quand vous signez un document, j'engage ma parole que toutes les informations que je donne sont vraies. Et voilà. Alors, par contre, si vous vous amusez dans ce système à abuser du système en faisant des fausses déclarations et signer, si jamais un jour quelqu'un se rend compte, là par contre ça peut faire très très mal. C'est-à-dire que là, c'est pas genre vous allez vous prendre une amende, etc. Non, vous pouvez faire de la tôle. Parce que aux États-Unis, les Américains ne plaisantent pas avec la parole. Si vous déclarez sur l'honneur des informations, mais que ces informations sont fausses, là, ça peut faire très très mal. Donc, si jamais vous connaissez quelqu'un ou vous-même décidez de venir vivre aux États-Unis et de travailler aux États-Unis, c'est une chose qu'il faut savoir. Donc, du coup, c'est un système qui est vraiment propre et dans lequel, évidemment, le principe de protection sociale ne fonctionne pas, puisque
une entreprise peut très bien virer n'importe qui, n'importe comment. Après, ça dépend des États. Hein. Je vous donne encore cet exemple pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, qui n'ont pas vu les vidéos où je vous le disais. À titre d'exemple, la Caroline du Nord, il y a une loi en Caroline du Nord qui autorise les employeurs à pouvoir virer n'importe qui sans raison. Il n'est pas obligé de donner de raison. Il peut vous virer comme ça. Bon. Après, en pratique, il y a quand même une petite contrainte, c'est qu'on aura plus de facilité à virer des Blancs, des Asiatiques et des Latinos que des Afro-Américains. Parce que les Afro-Américains, si jamais vous les virez, il y a une chance sur deux qu'ils se retournent contre vous par un procès pour discrimination, racisme, etc. Il y en a un paquet. Hein. Ceci étant dit, là je vous ai donné des différents exemples, je vous ai donné mon exemple d'opérateur projectionniste, le métier a disparu parce qu'on a automatisé, on a dématérialisé, on a digitalisé, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, même ceux qui font les programmations au sein de leur cinéma aujourd'hui, certains cinémas ne le font plus. C'est fait à Paris. Voire même, et c'est le cas aux États-Unis, aujourd'hui les directions n'ont plus aucune main sur quel film ils vont prendre, à quelle heure ils vont les programmer. Alors ils peuvent modifier avec des autorisations qu'ils doivent demander au siège parce qu'ils ont leurs spécificités matérielles, horaires, budgétaires, etc. Mais en règle générale, tous les films leur sont téléchargés sur une bibliothèque et ils ont ce qu'on appelle le schedule, c'est-à-dire le calendrier. Et ce calendrier, eh bien, vous avez les films qui sont mis dans des salles à telle ou telle ou telle ou telle ou telle heure. Et ça, c'est centralisé. C'est-à-dire vous avez des gens qui vont faire le schedule, qui vont télécharger les films, qui vont envoyer le schedule, le calendrier dans le cinéma. En règle générale, ils ont des fiches avec les spécificités techniques, etc. Alors, je ne vais pas rentrer dans le technique justement pour vous donner un petit peu le schéma. Mais aujourd'hui, par exemple, on peut très bien imaginer que tous les cinémas Pathé ou les cinémas Gaumont, même si à la limite, quand je vous dis Pathé Gaumont, c'est la même société maintenant, peuvent très bien délocaliser l'élaboration des calendriers et le téléchargement des calendriers au Mexique ou en Chine. C'est digital. Il n'y a plus de matière. Donc, vous voyez, là pareil, vous faites disparaître des compétences au sein des directions des cinémas. C'est-à-dire que les cinémas pourront encore faire certaines procédures, comme c'est le cas aux États-Unis. Alors, pour la petite anecdote, je vous explique que moi où je travaille, il y a un assistant qui est censé s'occuper justement de reparamétrer un petit peu les spécificités du cinéma par rapport au calendrier et aux films et aux salles. Sauf que le mec, on lui a expliqué un jour, tu fais ça, tu touches là, tu prends le bouton là, tu mets ça là, et puis tu fais ça. Sauf que malheureusement, il y a des fois où il se plante. Mais il se plante pourquoi? Parce qu'il n'a pas l'expérience. Et deuxièmement, il se plante parce qu'il n'est pas attentif à ce qu'il fait. Parce qu'on lui a expliqué une chaîne de procédures qu'il ne comprend pas. Ce que je vous disais tout à l'heure, hein, vous appuyez sur une série de boutons, mais il y a des gens, ils ne savent pas à quoi servent les boutons. Et bien lui, c'est pareil. C'est bien que ça arrive de temps en temps où, quand on ouvre le cinéma, on se rend compte que le film qui est censé être dans une salle, il n'y est pas. Il n'est pas chargé dans le serveur. Tout simplement parce que le mec, la veille, il a appliqué la procédure, je fais ça, je mets là, puis je truc là, c'est embêtant. Mais à la finalité, il n'a pas réfléchi, il n'a pas pensé de vérifier si ce qu'il a fait avait fonctionné. Manque de bol pour lui, il n'a pas vu que le serveur de la salle avait bugué et que, évidemment, le lendemain matin, quand il a fallu jouer la séance à 11h, il n'y avait pas le film dans la salle. Voilà. Donc ça, le digital, c'est bien, mais ça aussi, c'est caprice. Et c'est caprice qu'il faut comprendre, qu'il faut assimiler. Sauf que si vous n'avez pas les personnes derrière les consoles qui ont les compétences et les savoirs pour identifier des problèmes, ça rajoute des problèmes à d'autres problèmes. Enfin, voilà pour la petite anecdote. Donc ça, c'était ma façon de vous donner quelques exemples de ce que le grand reset mettait en évidence, entre autres sujets.
sujet aussi sur la santé publique, sujet aussi sur la propriété, sujet aussi sur l'assouplissement des institutions et des constitutions, sur la remise en question. Vous avez vu cette vidéo de cette jeune femme au forum de Davos qui expliquait qu'il va y avoir un moment donné où il faudra peut-être reconsidérer ou redessiner la liberté d'expression. C'est-à-dire redessiner un cadre de ce que vous avez le droit de dire et pas dire. Le problème, c'est qu'en effet, vous dites oui, on n'aura pas le droit d'insulter des gens sur les réseaux sociaux, par exemple. Oui, sauf que le problème, c'est que qui décide quoi? On a déjà un très bel exemple avec les réseaux sociaux, avec YouTube, Facebook, Twitter, je ne sais plus quel autre, Instagram, il y a aussi Twitch maintenant qui commence à avoir quelques petits problèmes. C'est qui décide? Qui décide de ce qui est bien, de ce qui n'est pas bien? Qui a la capacité de modérer un propos dans un contexte ou de juger et de censurer un propos sans prendre en considération le contexte? Ce qui est encore plus grave quand, de toute façon, presque 98% des posts et des éléments qui sont mis sur ces plateformes sont passés au crible d'algorithmes. Et malheureusement, les algorithmes, même si derrière vous avez une intelligence artificielle, des fois, ça coince. Évidemment, on a tous eu l'expérience, quand on veut essayer de contester la décision de l'algorithme. Il est évident que si vous êtes une chaîne qui ne rapporte rien, si vous êtes une chaîne qui n'est pas monétisée, si vous êtes une chaîne qui, comme la mienne, ne possède que très peu d'abonnés, vous pouvez toujours essayer de contacter YouTube pour contester une décision de YouTube, etc. Ils n'en ont rien à foutre. En revanche, ils continuent à foutre les publicités sur vos vidéos. Ça, là-dessus, il n'y a pas de souci. Puisque je rappelle que pour être monétisé, il faut, je crois, un minimum de 10 000 abonnés, je crois. Je ne sais plus exactement. Enfin, il y a quand même un seuil. J'en suis très loin, et à la limite, ça m'est égal. En revanche, par contre, évidemment, parce que on est conscient que le nombre de vidéos qui sont téléchargées au moment où je vous parle est énorme. Donc les algorithmes sont évidemment plus sensibilisés aux contenus qui sont monétisés que les contenus qui ne sont pas monétisés. Logique. Donc c'est pour ça qu'il y a des fois, je réussis à passer un petit peu entre les gouttes. Donc tout ça pour vous ramener à cette idée que Davos nous a donné véritablement une ébauche de l'intention et des ambitions. Et ces intentions et ces ambitions, finalement, rejoignent ce que nous disions depuis une dizaine d'années, mais sur lesquels, évidemment, certains se sont amusés à estampiller de complotistes. Évidemment, c'est assez amusant de voir que, pour reprendre ce phénomène, je vais revenir sur la guerre en Ukraine. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Qu'est-ce qu'on n'a pas lu? L'administration Biden reconnaît que du matériel, de l'argent, qui a été envoyé en Ukraine, il y en a une partie qui est passée dans la poche des mafias, des réseaux criminels. Que, en effet, il y a des armes que l'Europe a envoyées, que la France a envoyées. L'argent qu'on a envoyé. Il y en a une partie, qui a disparu en route. Qui a disparu, étrangement, en passant la frontière ukrainienne. Ça y est, c'est officiel. Ils le reconnaissent. Alors que, souvenez-vous, c'est ce que je vous avais dit depuis très longtemps. Parce que l'Ukraine fait partie de tous ces pays anciens satellites de l'Union soviétique, qui sont des pays dans lesquels il y a une certaine culture, il y a un certain héritage, et que quand vous allez dans ces pays, quand vous y vivez, tout d'un coup, vous êtes confronté à certaines traditions, certaines mœurs, que vous voyez en Bulgarie, en Roumanie, en Hongrie, en Pologne, en Lituanie, en Lettonie, en Estonie, en Moldavie, où vous avez des petites contributions, des fois à payer si vous voulez obtenir un service ou un bien,
surtout si vous avez une activité commerciale, ou vous voulez développer une activité commerciale dans ces pays, il y a certaines pattes que vous êtes obligé de graisser. Et pour vous donner un autre exemple qui est tout à fait flagrant, qui est officiel, qui est officiel, c'est que si vous voulez aller vivre en Chine, par exemple, ou si vous avez envie de créer un business en Chine, eh bien, je vous le dis tout de suite, prévoyez de mettre déjà de côté 50 000 euros. Parce que si vous voulez créer un business en Chine, eh bien, ces 50 000 euros vont vous servir à graisser la patte des administrations. C'est une tradition. Ça fonctionne comme ça. Alors pourquoi, évidemment, aujourd'hui, tout d'un coup, mais pourquoi? Comment ça se fait? Mais ça se fait. On le sait. À partir du moment où tous ces pays ont déclaré leur indépendance après la chute de l'Union soviétique, qu'est-ce qui a émergé? Qu'est-ce qui a émergé en lien avec les oligarques? Ce sont les mafias, ce sont les réseaux organisés criminels de ces pays qui se sont bien implantés. Tellement implantés que même en Europe, en France, dois-je vous rappeler, dans le sud de la France, du côté de Nice, les Russes, il y a eu quand même quelques petits problèmes. Des problèmes liés à la mafia russe. Donc c'est qu'elles existent, et qu'elles ont leurs ramifications dans beaucoup de domaines. Dois-je vous rappeler, à Paris, vous avez certains quartiers, vous avez de la prostitution. Et cette prostitution, eh bien, si vous remontez les réseaux, ce ne sont pas des réseaux français. Ce sont des réseaux bulgares, roumains, moldaves, géorgiens, russes, ukrainiens. Bizarre. Pourquoi on ne le savait pas plus tôt? Tout simplement parce qu'évidemment, on ne vous l'a pas crié sur les toits. Surtout en ce moment. Sauf que, depuis les problèmes, depuis 2014, ceux qui se sont penchés sur le problème ukrainien, ceux qui se sont penchés sur cette guerre, sur ce conflit, c'est un des éléments qui a tout de suite émergé. Donc nous, on n'est pas étonnés. Mais évidemment, les gens à qui on l'a dit, qui ont dit, de toute façon, vous êtes des pro-Poutine, c'est de la désinformation ce que vous faites. Aujourd'hui, ouais, Washington, l'administration Biden. Donc, comme quoi, et puis demain on apprendra que Zelensky finalement, l'Union européenne s'inquiétera de son état psychologique. Et puis à un moment donné, quand on verra que de toute façon la guerre, elle risque de durer, mais qu'on n'a pas les moyens de la laisser durer, eh bien on fera en sorte, je sais pas, soit d'aller voir Poutine en secret et lui dire, bon écoute, voilà, on a un problème, là on peut pas continuer comme ça, on est en train de perdre beaucoup trop de plumes. Je rappelle, ceux qui disaient, après l'attaque de la Russie sur l'Ukraine, disaient, ouais, on va affaiblir la Russie, on va la mettre à genoux. Si vous regardez aujourd'hui la Russie, elle se frotte les mains. Alors attention, je ne dis pas qu'il n'y a pas des problèmes économiques, ils en ont. Mais ce qu'on a sous-estimé, c'est la valeur de la Russie auprès de certains de ses partenaires. À tel point qu'on a appris que finalement en Europe, vous êtes en train de consommer du pétrole et du gaz qui a été vendu par les Indiens, mais qui en réalité, les Indiens l'ont acheté aux Russes. Sauf que finalement, vous avez du pétrole et du gaz qui vous vient d'Inde, enfin surtout du pétrole, que vous payez plus cher, alors qu'en réalité, c'est du pétrole qui vient de Russie. Merde, c'est con quand même, le mondialisme. Donc pour terminer sur ce sujet de Davos et de Bilderberg, il est évident qu'aujourd'hui, la situation économique, la situation géopolitique, sont des accélérateurs pour permettre aux globalistes et aux mondialistes de maintenir leur position, de maintenir leur survie de leur système. Donc, ce qu'on a pu entendre à Davos peut paraître anodin, peut paraître anecdotique, peut paraître surréaliste, mais peut-être pas surréaliste que ça. Parce que dans certains pays, on commence à le voir. Des accélérations, des décrets, des lois
qui sont déposées, qui sont votées sur des choses dont, tout d'un coup, le jour où vous êtes arrêté, le jour où vous êtes interpellé, et que la police vous dit, ben oui, mais vous êtes en infraction. Une infraction de quoi? Ben, vous êtes en infraction, vous avez un drapeau français. En quoi c'est une infraction d'avoir un drapeau français? Ah, parce que c'est un signe distinctif qui peut être considéré comme étant un signe d'insurrection. En quoi le drapeau français est un signe d'insurrection? Parce qu'il y a une manifestation qui est organisée. Ah! Donc je n'ai pas le droit d'aller dans une manifestation avec un drapeau français. Vous voyez, petit à petit, il place les pions. Souvenez-vous Darmanin qui est passé devant le Sénat au sujet de cette affaire du Stade de France. De toute façon, ne vous inquiétez pas, cette affaire, on va vite fait l'étouffer. Et qui a quand même osé faire un tacle devant les représentants du peuple, que si on avait eu des drones, on aurait pu plus facilement identifier les auteurs de délits. Puisque le drone, je le rappelle, faisait partie de la loi sécurité globale que l'Assemblée nationale a votée, mais elle a voté en supprimant le texte sur les drones. Donc Darmanin a taclé en fait le Sénat en disant, vous voyez, hein, nous on voulait utiliser les drones pour identifier, pour classer, pour ficher. Je rappelle, pour le petit côté technique, c'est que la loi sécurité globale, le drone a été supprimé, tout simplement parce que techniquement il était difficile de ne pas filmer les intérieurs. Ah oui, quand vous utilisez un drone pendant une manifestation dans un boulevard parisien, suivant l'angle que vous utilisez, vous risquez de filmer l'intérieur des appartements, l'intérieur des commerces. Or ça, c'est interdit. On n'a pas le droit. C'est du domaine privé. Que croyez-vous qu'ils feront peut-être dans quelques mois? Ils pondront une loi en disant que dans la mesure exceptionnelle d'événements, on se substituera à ce principe de préserver la vie privée en pouvant utiliser un des drones qui, oui, par la circonstance, pourront peut-être filmer les gens à leur balcon, les gens à l'intérieur de leur maison, les gens à l'intérieur des commerces, etc. Exceptionnel. Mais vous savez, c'est un peu comme ces policiers en civil qui se baladent dans les manifestations avec un sac à dos, et dans le sac à dos, vous avez un appareil qui est ce qu'on appelle un aspirateur. C'est-à-dire qu'en fait, il se connecte automatiquement sur tous les téléphones portables et qui aspire toutes les données. Eh oui, ça existe. Mais évidemment, on ne le crie pas sur les toits. Parce que ça rentre dans le cadre d'une mission d'identification et de vérification des identités des personnes présentes à une manifestation, surtout une manifestation non déclarée, non autorisée. Là, dans ce cas-là, ils ont le droit. Mais les données, vous croyez que les données, elles sont assujetties aux mêmes données vidéo qu'on a découvert qu'elles avaient été effacées au Stade de France parce que la loi, c'est 7 jours? Non, elles sont conservées. Oui, parce que ça c'est pareil. On dit, mais tout le monde est scandalisé parce que les vidéos ont été effacées. Mais si personne, à un moment donné, ne déclenche pas soit un système ou une procédure ou une saisie, la procédure c'est 7 jours. Hop, on écrase. Alors que peut-être, en effet, suite aux différents problèmes, témoignages, plaintes qui ont été déposées pour des agressions aux abords du Stade de France, il aurait été judicieux de la part du préfet par mesure de précaution, de faire un signalement de telle manière à bloquer l'effacement de ces données. C'est-à-dire faire signer un décret de telle manière, les données de tel jour, de telle heure à telle heure, vous devez les conserver au-delà des 7 jours. 30 jours, par exemple. Eh bien, ça n'a pas été fait. Pourquoi ça n'a pas été fait? Vous comprenez, c'est-à-dire que là, il faudrait prise d'initiative, il faudrait penser à le faire, et au vu des circonstances, peut-être que cafouillage, manque d'informations, etc. Personne n'a eu l'idée d'inciter ou d'inviter le préfet
à prendre cette décision. Par contre, en revanche, les données qu'on a aspirées quand vous êtes dans une manifestation, ces données-là, vous ne savez ni où elles vont, ni ce qu'elles vont devenir, ce à quoi elles vont servir, et combien de temps elles vont être conservées. Ouais. Parce qu'on soit bien clair, le fichage des personnes, normalement c'est interdit. Ça existe dans certains cadres, dans certains cadres juridiques, administratifs. Mais dans la réalité, ne soyons pas dupes. Les fiches sur les individus, qui elles sont, qu'est-ce qu'elles représentent, leurs affiliations politiques, religieuses, origines, casier judiciaire, tendance politique, mode de consommation, loisirs, toutes ces informations-là, ne vous inquiétez pas, elles sont possédées par une autorité. Elles sont illégales. Mais vous savez aussi bien que moi que, souvenez-vous, il y a eu des affaires où on a voulu collecter ou influencer par l'intermédiaire de pouvoirs, alors que logiquement, c'était illégal. Comme on le dit souvent, c'est quand vous faites une connerie, le plus important, c'est pas la connerie, c'est le fait de ne pas se faire choper de la faire la connerie. Donc, comme je le disais au début de la vidéo, Davos, cette année, est très intéressant parce qu'elle est révélatrice à la fois d'un sentiment de crainte, de peur que les choses leur échappent. Et donc, du fait que les choses leur échappent, eh bien, ils vont vouloir certainement resserrer les boulons, c'est-à-dire accélérer des réformes constitutionnelles, institutionnelles, mettre en place des lois et des décrets pour de plus en plus vous enfermer dans un carquois. Et, comme je vous l'ai dit, Davos, c'est la vitrine, c'est la succursale de Bilderberg. Donc, force est de constater que Bilderberg, là aussi, ils ont certainement commencé à vouloir inciter à peut-être commencer à mettre en place les outils à l'échelle internationale pour faciliter l'accélération de certains processus. Et le fait est, c'est que là où en règle générale, même si certains Bilderberg se sont déroulés aux États-Unis, très souvent le Bilderberg c'était en Europe. Très souvent en Suisse, en Allemagne, il y en a eu également en France. Mais cette année, ça a eu lieu à Washington. Washington. Pour terminer cette vidéo, je vais simplement revenir sur un monsieur qui va prendre 100 ans, qui a 100 ans maintenant, qui est un gros briscard de la diplomatie internationale, américain. À l'origine, je crois qu'il est allemand. C'est M. Henry Kissinger. M. Henry Kissinger, justement, à Davos, il a laissé un message, j'en avais parlé, mais je vais en reparler encore une fois de plus. Il a laissé un message en disant, attention, on a peut-être pris des directions avec une trop grande confiance en nous. Et que peut-être aujourd'hui, il va falloir faire des choix à contre-nature. Parce que si on continue dans cette voie, si on continue à vouloir croire qu'on va pouvoir devenir les maîtres du monde, nous allons tout droit vers une troisième guerre mondiale. Et avant de vous quitter, si vous avez le fameux système Alexa d'Amazon, posez-lui la question, quand va avoir lieu la troisième guerre mondiale? Eh bien, peut-être que vous allez avoir la surprise d'avoir une réponse étonnante. Sur ce, d'ici qu'on se retrouve dans une prochaine vidéo, portez-vous bien. Et surtout, votez bien.